tout a commencé à s'accumuler, etc. On a dépassé les 2 millions, les 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y a une question qui revient souvent. Dropshipping ou Amazon FBA? Aujourd'hui, toi, tu fais plus du tout le business model. J'achète sur AliExpress, je vends sur Shopify pour 3 fois le prix. Le fournisseur m'a dit, mais tu sais, si tu continues sur cette lancée, je ferme ma boutique AliExpress. Le business model du dropshipping comparé à du FBA, c'est un peu différent. On analyse moins au début, on fait beaucoup de volume game. Sur Amazon, la croissance, elle vient pas forcément de là. Mais si tu veux viser le long terme, il faut avoir Amazon à un moment donné. Il m'a dit, ouais, je suis en Chine. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas foutre dans ce pays? Tu t'es croisé à la Canton Fair la dernière fois. Exactement. Et puis voilà, tu parlais chinois avec les fournisseurs et tout ça. J'organise des voyages en Chine avec pas mal de participants pour venir faire du sourcing, trouver des usines, etc. Grâce au business en ligne, là, j'ai pu vraiment choisir là où j'allais, le lifestyle, le coût de la vie, la fiscalité. Quand on commence à chiffrer, on n'a pas forcément envie de la moitié qui partent en impôts. Je me suis dit, bon, je reste en Europe. Il y a une fiscalité qui est assez intéressante. On est à 0%. Mais au final, ce que la plupart des gens ne voient pas, c'est le parcours réel pour en arriver là. Enfin, j'avais 3 jobs en parallèle quand je lançais mon premier produit, mon premier vrai produit sur Amazon. Toi, tu as acheté une voiture, tu vois. On perd tout de l'argent quelque part. Ça a été la faille dans la matrice, tu vois. Alain, salut, merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci à toi surtout. On se rencontre en Chine, à Guangzhou. Exactement. Et donc voilà, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, voilà, tu es un entrepreneur aujourd'hui, e-commerçant, tu fais plusieurs millions par an. Qui es-tu? Présente-toi, comment t'en es arrivé là? En tout cas, ça me fait plaisir parce que on s'est connus grâce à un ami, Alex, qui voulait vraiment que je fasse quelque chose avec toi parce qu'il m'a parlé aussi de ton parcours. On reviendra dessus sur la chaîne, bien évidemment. Et personnellement, moi, je suis venu en France il y a maintenant 12 ans que je suis venu en France. Je viens du Bénin à la base. Et vers 2013, je découvre un peu l'univers du business en ligne. À l'époque, tu vois, Olivier Roland, Cédric Anissette, tu vois, j'étais un peu dans cet environnement. Les débuts. Les débuts, tu vois, que je découvre. Hein. Et je me suis lancé dans l'univers du business en ligne. J'ai testé pas mal de choses. C'est-à-dire, j'ai fait du marketing d'affiliation d'abord, du marketing de réseau plutôt, du marketing d'affiliation après. J'ai fait du trading, j'ai fait du blogging. J'ai fait pas mal de business comme ça. Un petit peu tout essayé. Exactement, tu vois, ici et là. Et finalement, c'est vers 2016 d'abord que je découvre le dropshipping, vers 2016. Je regarde ça un peu de loin, je teste 2-3 trucs. Et en 2017, je me suis lancé vraiment à fond. Ça m'a pris environ 2 ans pour avoir les premiers résultats, vers 2019, pour avoir mes premiers résultats. Et c'est là que tout a commencé à, comment je vais dire, les intérêts composés, quoi, tu vois. Tout a commencé à s'accumuler, etc. On a dépassé les 2 millions, les 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Avant ça, même, je me suis lancé un peu sur YouTube parce que je partageais déjà pas mal d'astuces à l'époque. Et après, ma chaîne YouTube a explosé. Aujourd'hui, je parle de la Chine, je organise des voyages en Chine avec pas mal de participants pour venir faire du sourcing, trouver des usines, etc. Je pense qu'on reviendra un peu plus dans ces détails. Ouais, voilà. Non, mais c'est excellent. C'est vrai que je t'ai croisé à la Canton Fair la dernière fois. Exactement. Et puis voilà, tu parlais chinois avec les fournisseurs et tout ça. Donc forcément, c'est assez surprenant et super impressionnant déjà. Ah, merci. Donc non, bravo pour ton parcours et je pense qu'on a un peu le même au final. Ouais. Je pense que c'était un petit peu les années du début du e-commerce, les débuts du business en ligne où tout le monde a touché un petit peu à tout avant de trouver sa voie. Et donc du coup, ton parcours, tu dis, il a commencé vers 2016-2017 2013 déjà, c'est vers 2013 que j'ai commencé un peu à toucher un peu à tout. Et c'est 2016 que je découvre l'e-commerce. Là, c'était l'e-commerce. Oui, c'est 2016 l'e-commerce. Et en 2017, là, je commence vraiment à me lancer parce que je regarde ça un peu de loin en fait. Ouais, ok. Mais ensuite, forcément, à partir de 2017, là, tu as la croissance avec… Même pas, hein. J'ai galéré pendant 2 ans. Ah ouais, pendant 2 ans encore. Ça, c'est la belle vie, ça, tu vois. Ah non. J'ai galéré pendant 2 ans d'abord, à tester pas mal de choses, à lancer au moins 300 produits. Okay. J'ai testé. Et tu sais que le business model du dropshipping comparé à du FBA, c'est un peu différent. On analyse moins au début, on fait beaucoup de volume game. On regarde un produit qui nous intéresse, on regarde quelques stratégies ou quelques data et après on teste. Donc c'est un peu différent quand même. C'est même très différent comme approche. Très différent, comme approche. C'est aussi comme ça que je suis rentré dans le monde du business en ligne, avec un petit peu au même moment que toi au final. 2016, j'ai commencé à m'y intéresser. 2017, je me suis lancé pour la première fois. Et ça a été un échec mémorable, on va dire. Et c'était un peu un hybride, une sorte de e-commerce hybride où j'avais du stock, mais je vendais sur Shopify. Et du coup, en fait, j'avais le pire des 2 mondes, tout simplement. Donc, c'était génial. Après, je me suis lancé sur Amazon FBA. Et ça, c'est totalement différent. On ne teste pas beaucoup de produits, on analyse beaucoup en amont et ensuite, on lance. Et normalement, avec un taux de succès qui va être beaucoup plus élevé, on va dire, mais avec des recherches en amont qui sont forcément
c'est bien différent. Avant qu'on continue sur d'autres questions, moi, il y a une question qui revient souvent, dropshipping ou Amazon FBA? Ça, c'est une question qui revient souvent et comme tu es là-bas, je vais te la poser. Parce que moi, je fais du dropshipping, toi, tu fais du Amazon FBA. Ouais. Tu vois, et souvent, quelle est la réponse que toi, tu as par rapport à ça, par exemple? Moi, je pense que ce sont deux business qui fonctionnent. C'est deux business models qui sont par contre complètement différents, même s'ils sont tous les deux dans le e-commerce. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il y ait forcément de compétition en fait, entre ces deux business models, tellement ils sont différents. Et je pense qu'ils s'adressent aussi à des profils qui sont différents. Exactement. Ma réponse à ça, en fait, ça dépend du profil de la personne. C'est-à-dire que si quelqu'un est plutôt compétent, bon et un petit peu attiré par tout ce qui va être marketing, création de contenu, création de marque, ce genre de choses, dans ce cas-là, peut-être le dropshipping, c'est peut-être plus pour eux. Et je pense que quelqu'un qui va être un petit peu moins intéressé par ces domaines-là et un petit peu plus vers l'analyse de données, vers la création d'une marque, mais plus sur le long terme. Ouais. Sur le long terme. À mon avis, quelqu'un qui a aussi un peu cet attrait pour les algorithmes. L'algorithme d'Amazon, c'est contre lui et avec lui qu'on progresse, qu'on se bat. Et donc je pense que voilà. Et toi, quel est ton avis là-dessus? Moi, personnellement, je pense, comme tu l'as dit, ça dépend du profil. Ça, c'était une analyse que je n'avais pas avant. Et bien, pour la deuxième chose, je pense aussi que pour rentrer, la porte d'entrée dans l'e-commerce peut commencer par le dropshipping. Parce que c'est beaucoup plus simple pour démarrer, moins d'analyse à faire, moins d'expertise à avoir dans un premier temps. Mais si tu veux viser le long terme, il faut avoir Amazon à un moment donné. Parce que Amazon t'assure une certaine pérennité. Je pense qu'on en reparlera aussi à la fin de cette interview. C'est sûr, mais forcément, aujourd'hui, comme tu le dis, quand on fait du commerce, est-ce qu'on peut vraiment se passer de la plus grosse marketplace e-commerce du monde, qui en plus se développe dans tous les pays quasiment? Enfin, forcément, ça devient assez un petit peu dommage de s'en priver. Exactement. C'est vrai qu'en tant que porte d'entrée dans l'e-commerce, comme tu dis, moi je pense qu'il y a deux écoles, parce qu'au final, j'avais commencé par un modèle plus dropshipping, plus Shopify et tout ça. Et bien, j'avais échoué là-dedans parce qu'il y avait en fait beaucoup trop de choses à prendre en compte. Mais je sais aussi que le business model du dropshipping a beaucoup évolué depuis 2016. D'ailleurs, on peut en reparler justement. Aujourd'hui, toi, tu fais plus du tout le business model. J'achète sur AliExpress, je vends sur Shopify pour 3 fois le prix. Comment un petit peu tu organises ton business e-commerce du coup en dropshipping? Il faut dire que j'ai fait vraiment du pure drop jusqu'en… Bon, comme j'ai dit, mon premier succès est venu en 2019. Et à l'époque, vers novembre 2019, j'avais trouvé un produit winner, c'était des sacs à dos que je vendais d'une marque chinoise qui était sur AliExpress. Bon, au début, je ne savais pas que c'était une marque chinoise au début. Donc, on a atteint les 100 000 € de chiffre d'affaires de novembre jusqu'à mars environ. Et le fournisseur m'a écrit, on s'écrivait un peu, le fournisseur m'a dit, mais tu sais, si tu continues sur cette lancée, je ferme ma boutique AliExpress. Tu vois, parce que dans tous les cas, tu es celui qui me rapporte le plus d'argent. En plus, ça me fait chier, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Parce qu'à l'époque, il faut dire que quand même, je payais environ 35 000 € aux fournisseurs, voire même 40 000 €. Tu vois. Parce que tes volumes étaient importants. Étaient importants parce que j'avais des… j'achetais le sac à 27 $ et je le revendais à 89 $. C'était sur le marché américain. Après, le coût publicité, Facebook passe dedans, les frais Shopify, etc. J'avais une marge qui tournait dans les 25 à 30 000 € de marge. Pas de TVA parce que je vendais sur le marché américain. Donc, et quand le fournisseur m'a dit ça, je me suis dit, ah ouais, ça peut être intéressant. Donc, je peux effectivement pousser un fournisseur à fermer une boutique ou avoir une exclusivité en fait. Donc, c'est comme ça que moi, ça a changé un peu le paradigme. Et j'ai commencé dans mes recherches sur AliExpress de nouveaux produits à essayer de trouver des fournisseurs qui ont déjà une marque, qui ont déjà une certaine présence sur AliExpress, parfois même connus en Chine, tu vois, qui ont déjà fait tout le branding, tout le packaging, qui ont vraiment toute une histoire à raconter. Et c'est eux que je source et c'est via eux que j'essaie de lancer maintenant une certaine marque. Parce que l'idée, en fait, c'est qu'il y a pas mal d'entreprises chinoises qui performent, qui sont des usines qui performent. Là, on achète chez eux. Même Amazon, on achète chez eux. Bien sûr, c'est là que tout est produit. C'est là que tout est produit. Et du coup, je me dis, mais si les gars ont déjà tout fait, pourquoi réinventer la roue? Donc, je prends leur marque et je deviens une sorte de filiale ou d'agent, etc. Un distributeur exclusif. Exactement, un distributeur exclusif. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à sourcer et je suis tombé sur une autre marque de sac à dos qui est maintenant partenaire, avec qui je suis partenaire, qui est uniquement en Chine, bon, en Asie. D'accord. Donc, on a négocié le contrat. Donc, au début, pareil, on ne saute pas les étapes. On teste d'abord le produit. Lorsqu'on s'assure d'une certaine rentabilité, je rentre en contact avec la marque. Et il faut dire que ce qui a joué un peu dans mon cas, le fait de pouvoir être présent en Chine tout le temps,
m'a permis de mieux renégocier les prix. Parce que quand on était sur AliExpress et après sur WeChat, les gars étaient un peu réticents parce que quand même, tu leur demandes beaucoup. Tu vois, moi, je leur dis, OK, j'ai vendu quelques produits, je sens qu'il y a de la rentabilité, mais derrière, je dis, les gars, je veux une exclusivité, il n'y a que moi qui peux vendre ce sac-là, tu vois, et vous augmentez les prix sur AliExpress. C'est un gros engagement de leur part. Et voilà, c'est-à-dire que si tu vas voir sur AliExpress, le sac que je vends, c'est plus cher que sur ma boutique. Donc, il faut quand même… donc forcément, ça décourage les acheteurs. Ça, voilà, donc du coup, si quelqu'un dit, ouais, mais ton sac est sur AliExpress, je dis, bah oui, il coûte 100 € sur AliExpress, c'est à 60 € chez moi. Le calcul est vite fait. Donc, du coup, je pense que les gens me prennent même pour un escroc, tu vois. Parce que je me dis, mais comment il fait pour vendre un produit qui est moins cher que sur AliExpress? Parce qu'il y a des escrocs comme ça, il faut le dire. Il y a des escrocs comme ça en e-commerce qui vont vendre un produit moins cher que chez le fournisseur et ne vont pas livrer. C'est des choses qui existent. Alors là, on est dans un tout autre paradigme. Là, c'est le scam, quoi. Là, c'est le scam, tu vois. Donc, il y a des scams comme ça qui arrivent, surtout en dropshipping, il faut le dire quand même. Et du coup, je pense qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre parce que derrière, il y a eu un travail qui a été fait en amont. Une rentabilité qui est certaine et une certaine certitude au fournisseur qu'on va lui apporter des ventes. Donc moi, je suis allé sur ce système-là avec le fournisseur et après, je me suis déplacé en Chine et je pense que c'est là où il s'est dit, ah ouais, le gars, il est vraiment sérieux. Donc je me suis déplacé, je les ai rencontrés et ça m'a permis de mieux négocier les prix. Parce que le produit se trouve sur AliExpress à 30 €, moi, je l'ai à 15 €. Bien sûr. Et je pense que là, tu mets ton doigt sur quelque chose de très important, c'est le fait de construire des vraies relations avec les fournisseurs. C'est pas juste du transactionnel, c'est pas surtout dans le monde du dropshipping, il y a un petit peu tous les gens qui passent par AliExpress, ils achètent une unité à la fois, une unité à la fois. Exactement. Il n'y a pas de relation qui est créée. Et au final, là, toi, ce que tu as fait, c'est vraiment créer une vraie relation avec ce fournisseur, une relation d'exclusivité du coup sur ce produit. Exactement, d'exclusivité sur ce produit. Sur un modèle ou sur une gamme de… C'est sur tous les modèles qu'ils ont. D'accord, donc sur toute la remarque en fait. Toute la remarque. Tu vois, c'est vraiment ça, et c'est vraiment ça qui a été très intéressant parce que en faisant ce système, ce que ça permet en fait, c'est que derrière, tu as tous les assets du fournisseur. Mais moi, ils m'ont envoyé plus de 600 gigas de photos, de vidéos. Ouais, c'est ça. Donc en fait, le gros du travail est déjà fait. Le gros du travail est déjà fait. Et toi, tu t'occupes du marketing. C'est le marketing. De commercialiser les produits, etc. Et du coup, là, c'est toujours sur un modèle de dropshipping, c'est-à-dire que c'est envoyé directement depuis la Chine. Voilà, maintenant, c'est quoi le truc? C'est que l'une des choses que j'ai compris aussi, c'est que ce modèle que je fais c'est pas quelque chose de révolutionnaire. Toutes les marques font ça. Demain, si tu veux aller vendre du Nike, ça se fait déjà. C'est-à-dire que tu deviens un revendeur officiel, un distributeur officiel. Et la plupart du temps, les distributeurs officiels de marques, par exemple, ont droit jusqu'à 65% de réduction ou 70% de réduction sur le prix du marché. Parce que la marque pour laquelle tu fais cette distribution veut quand même que tu gagnes une certaine marge. Bien sûr. Tout à fait normal, il ne peut pas vendre à toi en tant que distributeur au même prix. Il ne peut pas trop te squeezer, quoi. Voilà, il ne peut pas te vendre au même prix que le client final. Bien sûr. Tu vois. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas quelque chose d'innovant, mais à différence avec les Chinois, c'est que les Chinois connaissent le modèle de dropshipping. Donc du coup, quand j'ai négocié avec eux, ils m'ont dit, ouais, écoute, il n'y a pas de souci, mais tu achètes du stock. Mais au début, j'aurais dû. C'est ça l'erreur, j'aurais dû, mais bon, je t'explique pourquoi. J'ai dit non, je vais aller en mode dropshipping déjà parce qu'on le fait déjà en dropshipping. Pourquoi tu veux changer une équipe qui gagne? Exactement, ça marche, continue. Ça marche, on continue, tu vois. Mais ça a été une erreur. Tu vois. Je vais dire pourquoi, parce que quand on est resté sur le modèle dropshipping, c'est très bien pour moi. Je ne prends pas beaucoup de risques. Je focus toute mon attention sur le marketing et tout, et le produit envoyé. Mais l'erreur grave que j'ai commise, c'est que c'est une marque. Ce n'est pas du dropshipping. À partir du moment où tu as créé tout un univers à la marque, tu as fait un compte Instagram hyper brandé, tu as mis tout un truc, toute une histoire en place, tout un discours en place, tu ne peux plus te permettre d'être en mode dropshipping uniquement. Parce que l'avis de tes clients compte. Ce n'est plus quand tu es en dropshipping, le client, les mécontents, s'en fout. Tu vois, à la limite. Tu vois. Parce que tu sais qu'il y a très peu de personnes qui tiennent un produit de dropshipping pendant 1 an, pendant 2 ans. Et encore moins de clients qui vont revenir acheter des produits de la même marque. De la même marque, tu vois. Donc ça fait que, quelque part, tu t'en fous un peu. Mais quand tu rentres dans une stratégie branding, dans une stratégie de type marque, leur avis compte. Et du coup, quand tu construis pour le long terme. Tu construis pour le long terme. Donc quand on a commencé à envoyer les produits depuis la Chine et tout, les clients sont satisfaits, 95% des clients sont satisfaits, mais les 5% qui ne sont pas satisfaits, vraiment, tu le remarques, c'est-à-dire que les gars vous écrivent, ouais, vous vendez des produits écolos, mais ça prend l'avion, vous vendez des produits écolos, mais c'est livré en sachet, dans un sachet tout gris. Donc, il y a ce mécontentement qui a commencé à venir, en fait, et du coup, j'ai dû tout arrêter. Parce qu'à un moment donné, il y a même une cliente qui a fait une story sur Insta pour me dire, ouais, les gars, c'est pas sérieux, etc. et tout. Mais la seule chose pour laquelle j'avais peur au début,
et qui m'a quand même rassuré, c'est que personne n'a critiqué la qualité. Donc le produit était bon, mais le produit était bon, il y avait quelque chose qui manquait dans l'exécution. En exécution, tu vois. Donc du coup, je me suis dit, ok, on va tout arrêter et on va faire un rebranding total. C'est-à-dire packaging, livraison depuis la France et tout. Donc j'ai cherché un warehouse, on a refait tout un branding derrière, tout des photoshootings en Russie notamment. Donc on est en train de tout refaire pour vraiment asseoir la marque en France, pour dire que voilà, c'est vraiment pas une marque française. Ça, en plus, on est transparent, on dit que c'est une marque chinoise. Tu vois. Mais au moins que les clients puissent recevoir leur colis rapidement. On livre en 5 à 10 jours. Mais les gars ne sont pas contents, ce qui est tout à fait normal parce qu'on n'est plus en dropshipping. Tu vois, parce que la manière dont, je l'ai remarqué en e-commerce, la manière dont tu structures ta marque attire un certain nombre de clients, un type de client donné. Avec certaines attentes. Avec certaines attentes. Avec plus d'exigences aussi. Et au plus tu montes en gamme. Et plus tu montes en gamme. Et en prix. Et en prix, plus ils sont exigeants. Bien sûr. Parce que quand tu commences à vendre des produits à plus de 70, 80, 90 euros, le client qui achète un sac à 90 euros ou à 80 euros, s'il voit que c'est livré en sac plastique, il te dit mais qu'est-ce que tu fous, mec? Ouais, avec un timbre avec chinois. Avec un timbre chinois, je dis le minimum, tu me fais un beau carton, tu vois. Ouais, non, c'est sûr. Et surtout qu'aussi, aujourd'hui, les gens sont habitués justement avec Amazon, avec la rapidité de Prime. Ils sont livrés en 1-2 jours. Ils peuvent retourner les produits s'ils le veulent. Exactement. Il y a cette flexibilité qui est rentrée aussi. Ça n'impacte pas trop le dropshipping. Mais comme je le disais, ça n'impacte pas trop le dropshipping. Mais quand tu es dans une stratégie de marque, ça impacte énormément. La livraison rapide devient une obligation. Et tu as envie aussi de faire plaisir aux clients. Exactement. Le client soit satisfait. Et je pense que ça passe par, comme tu dis, une livraison rapide, une expérience d'unboxing. Une expérience d'unboxing qui est intéressante. Qui est au niveau de ta marque en fait. Simplement au niveau de ta marque, au niveau de la qualité de ton produit. Voilà. Donc aujourd'hui, du coup, tu fais du stock un petit peu en Europe. J'ai commencé, voilà, on va faire du stock en Espagne plutôt, en Europe, en Espagne. Aux États-Unis aussi? Non, c'est pas aux États-Unis. Actuellement, on est vraiment focalisé sur l'Europe. Actuellement. On est vraiment focus sur l'Europe. Et donc du coup, tu as un 3PL qui s'occupe… Exactement, qui va s'occuper de la livraison, de la réception. Et après, bon, on pense aussi aller sur du Amazon, quoi. Voilà. Bien sûr. Après, on reparlera du volet Amazon bientôt. Ok, génial. Et du coup, les objectifs avec cette marque, c'est quoi là sur les 12 prochains mois? Sur les 12 prochains mois, déjà, c'est de maintenir une très bonne rentabilité. Parce qu'il faut dire, lancer une marque et viser la rentabilité en 2 jours, 3 jours, comme en dropshipping, on est plus sur le même niveau. Sur du long terme. On est vraiment sur du long terme. Et aussi, j'ai mis beaucoup d'investissement parce qu'acheter un stock, c'est pour te dire qu'à l'heure actuelle, par rapport à l'investissement que j'ai mis en termes de stock, de photoshooting, je ne suis pas rentable, il faut le dire. Ouais, forcément, plus tu vas investir en amont, plus ça va prendre du temps à avoir un retour sur investissement. Tu vois. Mais on a un produit hyper qualitatif, on est en train de mettre en place un branding surpuissant. Donc on est confiant sur ces rentabilités, sur le retour sur investissement. On est confiant sur le retour sur investissement parce qu'on a des ventes quand même. C'est juste que ces ventes-là n'ont pas encore dépassé l'investissement que j'ai mis sur place pour le stock, etc. Donc pour les 12 prochains mois, l'objectif pour moi, c'est déjà d'asseoir la marque totalement. Donc vraiment, tout un process pour qu'on soit disponible en France en termes de stock sur Amazon, sur les différentes boutiques et atteindre les 100K quoi, de CA. Donc je pense que c'est possible. Par jour? Oh non, bah non. je suis quelqu'un de réaliste. Tu vois, je ne suis pas à Dubaï, tu vois. C'est pour ça qu'on n'est pas en train de faire cette interview à Dubaï. Exactement. On est sur le terrain, on est les mains dans le cambouis. Exactement. Donc c'était ça un peu les objectifs pour la marque. Donc on veut vraiment viser cette rentabilité-là. Et aussi, comme je le disais, aller sur Amazon. Parce que pour moi, Amazon, c'est vraiment la pérennité du business. C'est pour ça que je ne critique pas Amazon. Parce que je sais qu'aujourd'hui, OK, on fait du e-commerce avec Shopify, mais pour asseoir une certaine légitimité, on va sur Amazon. Et ça me permet de rebondir aussi sur toi, sur ton parcours Amazon. Comment tu en es arrivé là? Quels sont les chiffres que tu as eu à faire? Et qu'est-ce que tu fais actuellement avec Amazon? Ouais, donc je me suis lancé sur Amazon justement après mon premier échec en e-commerce. J'ai rebondi sur Amazon en fait. J'ai réussi à liquider mon stock d'invendus sur Amazon. Ah ouais. Et puis c'est ça qui m'a mis en fait le pied à l'étrier, on va dire, sur Amazon. Et ensuite, j'ai compris un petit peu le modèle Amazon FBA, donc qui est en fait où Amazon prend en charge pas mal de choses, le stockage de la marchandise, l'expédition aux clients, les retours clients, et puis forcément il y a aussi toute la partie trafic, donc le trafic organique qui vient sur Amazon, les conversions, enfin voilà, tout l'écosystème d'Amazon en fait. Et qu'est-ce qu'on fait nous en tant que vendeur? Simplement
simplement, entre guillemets, on va commercialiser des produits uniques, c'est-à-dire qu'on crée des marques, forcément sur des produits qu'on achète en Chine, qu'on améliore, qu'on différencie de différentes manières. Et ensuite, voilà, on trouve des opportunités de marché sur Amazon avec des marchés qui sont, on va dire, un petit peu sous les radars ou qui sont mal servis. Et on va commercialiser ces produits là-dedans. Donc c'est ce que j'ai fait à partir de 2018 environ. Et donc ça a plutôt bien marché. Le business a bien progressé. Aujourd'hui, mes chiffres, c'est environ 3 millions par an. Donc c'est un business qui s'appelle le private label. Le fait d'avoir sa propre marque blanche en français. Blanche, ouais. Donc voilà, c'est une vision très long terme. C'est un business qui prend du temps à se lancer. C'est pas du tout comme le dropshipping où il peut y avoir des départs canons. Sur Amazon, c'est un petit peu le processus inverse, c'est-à-dire que d'abord on analyse, ensuite on investit et ensuite eh bien, on construit un petit peu la marque et la gamme de produits. Donc voilà, comment j'en suis arrivé là. Moi j'ai une question sur Amazon, c'est que beaucoup de gens disent quand même que Amazon prend trop en termes de charges, ce qui fait que ça compresse trop les revenus des vendeurs Amazon. Alors c'est vrai que quand on fait la liste et la somme des coûts, des charges qu'on a avec Amazon, en fait, vu qu'on paye tout à la même entreprise, ça fait énorme. Mais au final, en fait, tous les coûts, il n'y a aucun coût caché, c'est-à-dire qu'il y a des coûts de stockage qu'on aurait dans tous les cas, il y a des coûts d'expédition qu'on aurait dans tous les cas, il y a des coûts d'acquisition de trafic. Donc Amazon, en général, c'est entre 8 et 15%. Donc ça représente, on va dire, le coût, ça serait un coût publicitaire, par exemple, quand on a une boutique sur Shopify, par exemple. Et puis ensuite, on a voilà, tout un tas de frais associés à la logistique et à la manutention, qui sont aussi des frais qu'on aurait dans d'autres cas. En fait, le fait qu'on paye tout en une fois un petit peu à Amazon, on a l'impression qu'ils nous prennent énormément. Mais au final, un business Amazon FBA qui est bien géré, c'est des marges entre 18 et 25%. Il y en a qui arrivent à être à plus de 25%, mais c'est des produits assez spéciaux. Donc voilà, plus de 25%, c'est assez… Finalement, 18 à 25%, c'est ce qu'on retrouve sur Shopify. Je pense qu'au final, c'est des business models qui n'ont pas vraiment une grosse différence en termes de rentabilité. Je pense que tout ça, c'est arbitré de toute façon par le marché. Et s'il y avait un business model qui était vraiment 2 ou 3 fois plus rentable que l'autre, que ce soit Amazon ou sur Shopify, au final, tout le monde serait sur cette plateforme et pas sur l'autre. Donc au final, c'est vrai que parfois les gens ont tendance à râler un petit peu. Ouais, il me reste que 15, 18, 20%. Oui, mais en même temps, c'est ça de faire du business. On n'a pas des marges de 95%. Ça serait trop beau. Effectivement, on n'a pas ces marges-là. Et aussi, l'une des questions que moi j'ai souvent sur Amazon, c'est de dire que tu n'as pas la gestion de tes clients. Et ça, c'est quelque chose quand même pour nous qui faisons du Shopify. Avoir la gestion de ses clients, c'est une mine d'or. C'est ça qui te permet de réduire tes coûts publicitaires aussi, via une bonne stratégie email marketing, etc. Et c'est là que je disais que ces deux business models, c'est vraiment pour deux types de profils différents. Parce qu'en fait, sur Amazon, certes, alors il y a des manières au final de se construire un fichier client, de sortir les clients de la plateforme et que ça devienne nos propres clients. Mais forcément pas à l'échelle de Shopify où tous les clients sont tes clients. Par contre, en fait, sur Amazon, la croissance, elle ne vient pas forcément de là. Elle vient du fait de lancer de nouveaux produits et en fait avoir cette espèce de croissance un petit peu exponentielle que tu as par rapport à ton classement dans l'algorithme, à tes reviews que tu accumules. Tu as des produits, voilà, après plusieurs années, tu vas avoir plusieurs centaines, plusieurs milliers d'avis. Et une fois que tu es installé dans le top 4 d'une niche qui est un petit peu intemporelle, avec des milliers d'avis, 4.5, 4.6 sur ton produit, tu es un petit peu indélogeable et tu as fait ta place. Donc au final, est-ce que le fichier client à ce moment-là, il est nécessaire? En fait, c'est juste un jeu différent, tout simplement. Ok, du coup, bon, tu parlais de la Chine, le fait de venir sourcer en Chine. Tu es en Chine actuellement. Qu'est-ce que tu fais en Chine actuellement? Finalement, j'ai envie de dire, parce que ça fait un moment que j'avais envie de revenir en Chine, de rencontrer mes fournisseurs. Donc je suis là pour deux raisons principales. La première, c'est pour sourcer de nouveaux produits, pour avoir de l'inspiration, pour rencontrer des fournisseurs, discuter de termes de paiement, discuter, de négocier un petit peu avec eux tout simplement, les voir en personne parce que WeChat c'est bien, les emails c'est bien, mais forcément rien ne remplace le contact humain, donc ça c'est sympa. Et en plus, vu que mes fournisseurs sont éclatés un petit peu partout en Chine, eh bien, le fait d'avoir tout le monde qui se rejoigne à la foire de Canton, eh bien, c'est quand même
très pratique, on va dire, même si c'est moins personnel, c'est très pratique pour un premier contact. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que j'ai créé une chaîne YouTube du coup, où je parle d'Amazon FBA, je parle de mon parcours, je parle de comment je me suis lancé, comment gagner de l'argent tout simplement avec ce business model. Et donc, eh bien, c'était l'occasion de créer un peu de contenu aussi pour mon audience, pour leur montrer les avantages de venir en Chine, sur le terrain, comme tu fais exactement, tu vois, les bénéfices qu'on peut avoir. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là. Et toi, du coup, je vois que tu as un beau gilet. Bah oui. Pourquoi tu es en Chine? Qu'est-ce que tu fais ici? Moi, je suis en mission en Chine actuellement. Non, mais tu sais, moi, mon aventure avec la Chine, ça date depuis 10 ans que j'ai commencé à venir en Chine. Je pense que la première fois, c'était en 2014 que j'ai mis pied ici. C'est vraiment une amie d'enfance qui était en train de faire ses études ici. On s'est retrouvés sur Facebook à l'époque. Elle m'a dit, ouais, je suis en Chine. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas foutre dans ce pays? Ça t'a intrigué? Ça m'a intrigué parce que pour moi, la Chine, c'était Jackie Chan, tu vois. J'avais que ça en tête, c'est Jackie Chan, Jet Li, tu vois, et je ne connaissais rien. Je pense même que je n'étais même pas capable à l'époque de mettre la Chine sur une carte, tu vois, tellement ça ne me disait rien. C'est gros quand même. C'est quand même gros, tu vois, mais bon, je ne connaissais pas du tout la Chine à l'époque. Et je suis venu et ça m'avait choqué. Donc je suis allé dans les marchés. À l'époque, il y avait le Monster by Dre, tu vois, le casque Beats de Dr. Dre à l'époque. Et il était à $20 dans les marchés chinois? $15 et le truc, c'est… Tu sais que je l'ai gardé pendant plus de 5 ans. Il marchait bien? Très bien. Avec une qualité phénoménale. Je me suis dit, mais attends, mais c'est quoi ce pays en fait? On nous ment. On nous dit que ces gars ne font pas de la qualité, on nous ment, tu vois. Directement à la source. Directement à la source, c'est comme ça. Un peu mon aventure avec la Chine a commencé. J'ai commencé à tester certains trucs, acheter des téléphones portables à l'époque. AliExpress venait de se lancer aussi en France. À l'époque, on avait des téléphones portables Android à 20 €, 30 €, tu vois, que j'achetais. C'était une révolution. C'était une révolution, tu vois, que j'achetais en Chine, que j'envoyais au Bénin pour revendre un peu plus cher, tout ça. Donc c'est un peu comme ça. Et c'est pour ça que le modèle de dropshipping, ça m'a parlé tout de suite. Tu vois, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah ouais, j'ai envie de faire ce truc-là. Ouais, tu l'as vu en action, tu as vu le truc concrètement. Voilà, je me suis dit, ah ouais, là maintenant, on peut vendre directement parce qu'à l'époque, il fallait venir en vacances en Chine, prendre des trucs ou demander à des amis de te les envoyer, tu vois. Là, je me suis dit, mais là, au moins, je n'ai même pas besoin de venir. Et j'ai un Chinois qui envoie le produit dans le pays où je veux. Génial. Ça, c'est génial, ça. Automatisé. Voilà, donc du coup, c'est pour ça que le modèle m'a intéressé. Et après, maintenant, bon, le fait de venir sur place, maintenant que je connais un peu le pays, que je parle la langue, parce que c'est ça justement, c'est tout ça qui m'a poussé à parler la langue. Parce que j'ai compris aussi, bon, tu n'es pas obligé de parler la langue, hein, rassure-toi, mais j'ai compris que parler la langue aussi, en termes de négociation, on arrive à un autre niveau. Ça, c'est certain. Tu vois, quand je suis avec mes fournisseurs, déjà au début, je ne le dis pas. Tu vois, ils sont là, ils m'emmerdent et tout, avec des prix et tout. Et je commence à parler en chinois, dire, ah ouais, toi, t'es mon frère en fait. Vas-y. Tu vois. Ah non, ça crée clairement une autre connexion. Une autre connexion. Et tout est là, ça change un peu la dynamique en termes de business. Tu vois, et du coup, ça m'aide beaucoup, ça il faut le dire. J'ai des prix imbattables, tu vois, ça m'aide beaucoup. Mais le fait, comme tu l'as dit, de venir en Chine sur le terrain, sincèrement, et de créer cette relation avec le fournisseur, tu peux mieux renégocier tes prix. Parce que souvent, dans le monde du business, il faut comprendre que le profit se fait à l'achat. Absolument. C'est à l'achat que le profit se fait. Comme en immobilier, comme dans les actions. Voilà, le profit se fait à l'achat parce qu'à la revente, tu te fais déjà niquer par les impôts, par tout le monde, par la TVA, tout passe déjà dessus à la revente, tu vois. Donc, à l'achat, c'est là où tu prends ton profit. Donc, mieux tu négocies ton prix avec ton fournisseur, mieux ton business se porte aussi. Absolument. Donc, le fait de venir sur le terrain et de venir à la foire de Canton, ça, c'est le paradis, la foire de Canton. Tu nages dedans. C'est la caverne d'Ali Baba, mais oui, mais c'est vraiment en personne. Tu vois, tu vois les prochaines innovations, tu vois les produits qui vont sortir dans le monde de l'e-commerce dans les 1-2 prochaines années, 1-2 prochaines années. Donc, c'est énorme. Moi, je conseille à tous les e-commerçants, surtout ceux qui sont sur Amazon, parce que vous avez une autre stratégie comparée aux dropshippers qui s'en foutent un peu de savoir qui est son fournisseur, ils passent par des applications et tout. Et pour quelqu'un qui fait du Amazon, venir sur le terrain à un moment donné, bien évidemment, quand tu commences à chiffrer, ça change ton business. Absolument. Tu vois. Je pense que tu dois même amener tes étudiants ici, je pense. Il faudrait que tu y penses, si tu maîtrises déjà un peu le terrain. Oui, c'est quelque chose qu'on est en train de regarder là, justement. Oui, sincèrement, parce que moi, c'est ce que je fais aujourd'hui. Parce que j'ai aussi une chaîne YouTube, j'accompagne aussi des entrepreneurs. Et tu vois, j'organise un voyage à un business trip en Chine de 2-3 semaines
où j'amène des entrepreneurs sur le terrain de partout, hein, du Canada, des États-Unis, de la Russie, même des gens qui sont même déjà en Chine, tu vois. Okay. Parce qu'être en Chine ne veut pas dire qu'on connaît la Chine. Voilà, même des gens qui sont en Chine et qui nous contactent, beaucoup de gens qui sont en Afrique aussi, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Mali, etc. Donc on vient ici, on les oriente, on analyse le business et on passe d'usine en usine. On vient à la foire de Canton, on explore vraiment l'univers pour les aider dans leurs activités, dans leur business, pour qu'ils puissent trouver le meilleur fournisseur pour scaler leurs activités en Afrique ou dans le monde. Et c'est vrai que un voyage sourcing, du coup, un voyage sourcing en Chine, ça a quand même des avantages parce que la Chine, c'est quand même assez spécial. Ah oui. On se prend un peu une claque quand on arrive. Ça faisait très longtemps que je n'étais pas venu en Chine et j'avais un petit peu oublié à quel point c'était un peu séparé du reste du monde et différent à tout point de vue. Et forcément, il y a un temps d'adaptation, il y a la barrière de la langue, forcément. Donc, si on ne parle pas chinois, je pense qu'il faut un traducteur, pour au moins avoir une communication fluide avec les fournisseurs. Donc, je pense que clairement, être aiguillé, être guidé, ça peut que être bien la première fois qu'on vient, surtout à la foire de Canton, c'est très intense, il y en a partout, c'est énorme. Je crois que j'ai vu une stat, c'était 1,5 million de kilomètres carrés. Donc ça fait beaucoup, on se perd. On se perd. À chaque fois, dis-toi qu'à chaque fois que je viens, tu dis mètres carrés 1 million de mètres carrés. Bon, on mettra une petite étoile. À chaque fois que je viens, je suis obligé de me réadapter encore. Tu vois, parce que alors que je connais bien les différents secteurs et tout, mais je me perds toujours un peu, tu vois, de me réadapter un peu pendant 1 ou 2 jours. Et après, je commence à nager dedans, quoi, tu vois. C'est sûr. Bon, je pense qu'aujourd'hui, tu passes quand même beaucoup de temps en Chine. Oui. Et donc, c'est devenu un petit peu ta seconde maison quasiment. T'es à l'aise ici. Ouais, bon, quand tu parles la langue, que tu comprends la culture, parce que ce que j'ai fait aussi, quand j'ai fini mes études en France, je suis venu en Chine faire une année de langue et culture. Enfin, c'était langue, culture chinoise. Un échange. Une sorte d'échange. Mais pas un échange, j'ai eu une bourse en fait. D'accord. Tu vois, parce que j'ai appris le chinois en France, sur YouTube. Ok. Tu vois, j'ai appris sur YouTube et après j'ai pris une formation en ligne pour apprendre le chinois en 1 an. C'est impressionnant. Et du coup, quand je parlais déjà un peu, tu vois, je pouvais dire comprendre à peu près 2000 caractères chinois et converser déjà un peu. Et je suis venu, donc j'ai passé des examens pour avoir une bourse. Je suis venu à Pékin, à l'Université des langues de Beijing, pour scaler le niveau. Et vraiment, ça m'aide, quoi. Donc, du coup, je navigue en Chine sans problème. Je comprends à peu près tout. Excellent. Ça, c'est un gros avantage à avoir en tant qu'e-commerçant aujourd'hui. Ouais, c'est un gros avantage, sincèrement. Et ça me permet justement de mieux négocier les prix aussi pour nos clients qui viennent. Donc, on les accompagne justement dans ces négociations-là. Et tu comprends en fait que toutes les marques, je ne sais pas si tu vas rester ici jusqu'à la phase 3 et tout, tu verras les fournisseurs de Nike, Adidas, Louis Vuitton, en fait, tout le monde est ici en fait. Il y a tout. Il y a tout en Chine. À part quelques produits qui sont fabriqués ailleurs dans le monde, évidemment, mais il y a quand même aujourd'hui 95% des produits qu'on veut vendre en e-commerce qui sont fabriqués en Chine. Exactement. Je pense que la Chine, c'est un incontournable. Travailler avec la Chine, rien que même à distance, il faut apprendre certaines coutumes, certaines manières de travailler. C'est pas des Européens, c'est pas des Américains, c'est différent. Ah non, c'est différent. Et donc. Et moi, je le dis toujours aux gens qui viennent en Chine, gardez l'esprit ouvert. Sincèrement, parce que c'est différent. On ne peut pas le comparer à l'Europe, on ne peut pas le comparer aux Amériques, même pas à l'Afrique. C'est totalement différent. C'est un autre paradigme en fait, la Chine. Et on est chez eux. On doit s'adapter. Voilà, tu dois t'adapter. Mais quand même, je vois beaucoup d'évolutions. Aujourd'hui, tout est à peu près traduit en anglais. Tu vois les noms des routes, etc. Tu as des applications aujourd'hui, il y a l'IPI qui te permet d'avoir ta carte de crédit française qui peut marcher dessus. Ça, c'est bien plus pratique. C'est bien plus pratique. Tu peux prendre le taxi aujourd'hui. Il faut un gros effort quand même et ça, c'est cool. Donc effectivement, pour moi, la Chine, je connais très bien le pays aujourd'hui. C'est un peu comme une deuxième maison, enfin une quatrième peut-être, je sais pas, parce que après j'ai quitté la France pour aller en Estonie après. Ok. Tu t'es expatrié du coup? Oui, je me suis expatrié du coup en Estonie et j'aime bien, sincèrement j'aime bien. J'étais à Dubaï la dernière fois, j'ai fait un peu le comparatif. Pour le moment, je vais quand même rester en Estonie. Ok. Donc l'Estonie aujourd'hui c'est un peu ma base et de l'Estonie maintenant, je suis en Afrique au Bénin à peu près tous les 3 mois. Donc tous les 3 mois, je suis au Bénin pendant 1 mois. Ça après, plus la Chine. Voilà, après maintenant, tous les 6 mois environ, ou tous les 5 mois, je suis en Chine pendant environ 2 mois. Parce que ça me permet, je viens toujours 1 mois avant nos clients pour préparer le terrain, préparer les usines qu'on va visiter, préparer toute la logistique interne ici en Chine. Parce que bon, on prend l'avion, le TGV, le métro, on prend tout. Donc c'est un gros voyage et on a actuellement une trentaine de personnes à accompagner, tu vois, en Chine. Et après, je fais un peu le tour, je ne vais pas dire le tour du monde, mais bon, je voyage quand même assez.
L'année dernière, je pense, j'ai une application qui traque, j'ai fait genre 29 aéroports, un truc comme ça. C'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Mais j'ai quand même envie d'arrêter parce que quand tu voyages trop, ça casse à chaque fois tes routines. Tu passes d'un décalage horaire à un autre. Et tout, surtout moi, je me mange du plus 7, après je passe à du moins 2, je ne sais plus quoi, tu vois. C'est compliqué hein, au niveau du sommeil, au niveau des routines de travail et tout ça. Ah, tu casses toutes tes routines. Mais j'imagine que l'Estonie, ça doit être plutôt une base productive du coup. Exactement. Quand je suis en Estonie, je fais rien. Et je focus en fait en Estonie. Il n'y a rien qui se passe, ce n'est pas vraiment le pays. Si tu es quelqu'un qui aime sortir, etc., ce n'est pas vraiment le pays le plus adapté. C'est un petit pays. C'est un petit pays. Avec un climat très froid. Très froid. C'est un climat très froid en Estonie. Et moi, je m'enferme. J'ai placé l'Estonie comme une sorte d'hibernation. Ça me permet d'être en mode ermite et de taffer. C'est là que je prends le temps de tourner mes formations, de maximiser mes vidéos sur YouTube. D'avoir tes routines qui sont très calées. Exactement. C'est vraiment en Estonie. Et je sais aussi que toi, à ton niveau, tu as quitté la France, tu es parti à Londres et tout. Bon. Oui, exactement. Je me suis expatrié très tôt. Ah ouais. En fait, c'était pas une expatriation, mais c'était dès mes études. Je suis parti faire mes études au Canada. Ouais. Avant ça, j'habitais à Hong Kong pendant plusieurs années. Donc c'est là que j'avais pas mal voyagé en Chine. Mais bon, c'était il y a longtemps, avant que je comprenne l'importance de la Chine et l'importance d'apprendre le chinois. Aujourd'hui, je le regrette. Tu aurais dû, sincèrement, tu aurais dû. J'avais pas encore cette vision et je voyais pas encore le potentiel, c'est dommage. Mais effectivement, et après j'ai fait plusieurs pays, j'ai vécu un petit peu au Royaume-Uni aussi. Je conseille pas. Et puis depuis, effectivement, grâce au business en ligne, là j'ai pu vraiment choisir là où j'allais, le lifestyle, le coût de la vie, la fiscalité. Quand on commence à chiffrer, on n'a pas forcément envie qu'il y ait la moitié qui parte en impôts. Donc oui, je me suis expatrié. Dernièrement, c'était au Panama. J'ai passé plusieurs années là-bas. Ouais. Et puis ensuite, là, je viens de partir et je viens de m'installer en Thaïlande. Donc, pas loin. Ouais. Pas tout à fait en Chine quand même, mais quand même, ça reste un vol de 3 heures direct. Donc, voilà, c'est très, très facile maintenant pour communiquer avec les fournisseurs, être beaucoup plus proche. Je vais pouvoir aller visiter les usines souvent. Exactement. Donc, et être juste sur la même, fuseau horaire. Le même fuseau horaire, exactement. Ah ouais, ça change. Ça va tout changer. Parce que forcément, quand on choisit son pays d'expatriation, il y a différents critères. Ouais. Je vois que là, tu avais choisi l'Estonie. J'imagine qu'il y avait une partie pour la fiscalité. Exactement. Pour moi, c'était beaucoup plus pour rester dans l'Europe quand même. Je ne me voyais pas encore sortir de l'Europe totalement. Donc, je me suis dit, bon, je reste en Europe. Il y a une fiscalité qui est assez intéressante quand même. On est à 0% et 20% ou maintenant 22% à cause de l'effort de guerre. On est à 22% de TVA ou d'impôt sur les dividendes, si tu prends les dividendes. Mais sinon, à part ça, le coût de la vie est très très bas. Moi, je vis avec du 1000 € par mois en Estonie, ça me suffit. Effectivement, c'est pas Dubaï. C'est pas Dubaï, tu vois. Et tout inclus, hein, que ce soit électricité, toutes les charges, quoi. Du 1000 € par mois. Donc, sincèrement, ça me suffit largement. Donc, du coup, j'ai préféré un peu. Je suis allé à Dubaï. Dubaï, c'est ouf. Malgré toutes les critiques qu'on peut avoir sur Dubaï. Pour le réseau, la communauté. Pour le réseau, pour la communauté, la motivation. Ouais. Ça te booste en fait. Tu te dis, ouais, je suis en phase. Il n'y a que des gens qui charbonnent, qui font de l'argent. Donc, ça te motive aussi à rester dans cet univers. On dit souvent qu'on est la moyenne des gens qui nous entourent. Et quand tu es à Dubaï, tu as ce mindset en fait. Tu te dis que voilà, j'ai quand même des gens. Peut-être qu'ils font semblant, mais on s'en fout. En tout cas, ça respire l'argent. Ouais, non, ça c'est sûr. C'est sûr. Ça c'est sûr, ça motive à bosser. Après, je pense que y a un pays d'expatriation pour tout le monde au final. Exactement. Je pense que ça dépend ce qu'on recherche. Forcément, si on est plus dans une mentalité charbonnée et rester à la maison et voilà, travailler sur son business e-commerce, sur ses formations, ce genre de choses, pas forcément besoin d'avoir un réseau, j'ai envie de dire. Exactement. Mais si on veut effectivement avoir un peu plus de motivation, de boost, aussi travailler avec, peut-être faire des collaborations avec d'autres entrepreneurs et tout ça. Des endroits comme Dubaï, endroits comme la Thaïlande aussi, il y a beaucoup de gens en Thaïlande, beaucoup de gens à Bangkok. La Thaïlande, j'ai jamais fait ce pays, mais je pense quand même que, comme tu l'as dit, pas mal d'entrepreneurs sont en Thaïlande. Et je me rappelle aussi que c'est quand même un peu en voyant à l'époque ces entrepreneurs, parce que les Olivier Roland, tu vois, il y a 10 ans, enfin 12 ans maintenant, c'est parce que je les voyais en Thaïlande, tu vois, qui montraient un peu le cadre, qui montraient un peu le lifestyle, que je me suis dit, j'ai envie d'avoir cette vie-là. C'est exactement ce qui m'avait motivé aussi à l'époque. C'est-à-dire, à ce moment-là, j'étais à Londres. Je me souviens, j'étais dans une petite chambre et je payais 1 500 € par mois pour une chambre dans un appartement, pas pour un appart. Oui, qu'une coloc. Une coloc. Et je voyais des vidéos sur YouTube de personnes qui vivaient dans des endroits incroyables, qui gagnaient pas mal d'argent, voire beaucoup d'argent. Et je me disais, mais en fait, c'est pas
c'est pas réservé à l'élite. En plus, c'était un petit peu… Alors, c'était pas vraiment le début, hein, ça avait déjà bien commencé à ce moment-là, mais il y avait quelque chose à faire, quoi. Bah oui. Et clairement, à ce moment-là, j'avais plus du tout envie de, de prendre le métro pour aller travailler à Londres, quoi. Ah non, moi, personnellement, l'expatriation, c'est quelque chose qui est nécessaire. Ça t'ouvre beaucoup l'esprit. Ça te permet de voir d'autres cultures, d'autres réalités. Et moi, je ne peux qu'inciter que les entrepreneurs, ceux qui nous regardent même, les gars, voyager. Il faut beaucoup voyager, en fait. Clairement. Il faut beaucoup voyager et surtout avoir ce mindset un peu comme un business. Tu vois, c'est ça qui fait un peu la différence. Souvent, quand les gens viennent en Chine, pour les vacances, ils ne voient pas la Chine, en fait. Et c'est bizarre, c'est que quand ce que moi je monte sur ma chaîne YouTube, les gens se disent, mais tu es dans quel pays? Tu vois, tout le monde sait qu'il y a des usines en Chine, mais personne n'est parti dire, ok, je vais aller voir ces usines-là. C'est sûr. Je pense que de toute façon, que ce soit pour des voyages très spécifiques en Chine pour aller sourcer des produits ou que ce soit pour l'expatriation, je veux dire, même des gens qui vont en vacances à Dubaï, en Thaïlande, je veux dire, ils ne voient pas en fait ce que nous, on y fait. C'est-à-dire que, en fait, on a une routine où on va à la salle de sport, on travaille, on essaie d'avoir tout qui est optimisé et on n'est pas en vacances, quoi. Et d'ailleurs, parfois, je rentre dans ma famille ou je vois des amis, ils me disent « Ah ouais, t'es encore en vacances ?» Je lui dis « Comment ?» J'ai jamais autant bossé de ma vie, je ne suis pas du tout en vacances, même si j'ai la chance de travailler depuis un cadre magnifique. Et récemment, j'étais à Koh Samui, je travaillais, enfin, tu vois. Forcément, on n'a pas l'impression d'être au bureau, quoi. Exactement, on n'a pas cette impression-là. Et c'est ce que moi je kiffe en tout cas dans ce lifestyle d'entrepreneur quand même. Et moi, ça m'amène sur la question de l'entrepreneuriat de manière générale. Toi, à ton niveau, qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans ce domaine? Et pourquoi aujourd'hui tu sens le besoin d'accompagner un peu des gens à faire aujourd'hui ce que tu fais, tu vois, à vivre ce lifestyle et tout? Parce que moi, personnellement, comme je l'ai dit, par rapport à mon parcours, moi je viens en France et là j'ai Internet, tu vois. Là c'est là que je découvre un peu cet univers et c'est là que j'ai mon premier ordinateur, j'avais 20 ans. Tu vois, c'est là que j'ai mon premier ordinateur et tout. Et je regarde ce monde et je me dis putain, c'est le cheat code de la matrice en fait. Mais vraiment, pour moi le business en ligne, ça a été la faille dans la matrice. Je me suis dit ce truc-là, j'ai envie de le faire. Et c'est justement tout ça qui m'a motivé après quand j'ai commencé à faire des vidéos sur Internet, sur YouTube notamment, à changer des vies aussi, à voir qu'il y a des gens qui me disent « Ouais, Alain, c'est à cause de toi. » Mais tu sais, à la fois de canton, le nombre de personnes qui m'arrêtent. Je me dis « Alain, tu sais, c'est à cause de toi que je suis venu ici. C'est à cause de toi que j'ai vu tes vidéos. C'est à cause de toi que j'ai acheté telle chose. C'est à cause de toi que je me suis lancé. » Et je me dis « la mission est réussie quand même. » Bah oui, c'est ça. Je pense que c'est super inspirant quand on en arrive à ce niveau-là. Et pour répondre à ta question, moi, ce qui m'avait motivé, en fait, c'était plutôt le rejet de ce qu'on m'avait vendu toute ma vie comme étant le nec plus ultra, le truc qu'il fallait atteindre, le CDI dans une grosse boîte. Au moment où je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une arnaque. Ouais. Et que, en fait, comme toi, j'ai vu cette espèce d'échappatoire de la matrice, du chemin un petit peu tout tracé. Et puis, je me suis dit, faut que je tente. Faut au moins que je tente parce que sinon, je vais le regretter toute ma vie. Ouais. Même si ça ne marche pas, c'est pas grave, j'aurais essayé. Et au début, ça n'a pas marché. Hein. Et ça faisait mal d'ailleurs, ça faisait mal à mon ego, ça faisait mal à mon portefeuille. J'avais perdu quand même pas mal d'argent au début quand je me suis lancé, vu que j'avais fait n'importe quoi. Et je ne m'étais pas formé, vraiment, c'était n'importe quoi. Mais aujourd'hui, forcément, maintenant que j'ai réussi à atteindre vraiment quasiment tous mes objectifs, en tout cas tous mes objectifs de départ, qui étaient d'être libre, de vivre là où je voulais, de travailler pour moi, et puis ouais, c'était vraiment mes objectifs de départ. J'avais des objectifs très bas, c'était gagner 2 000 € par mois, 1 500 € par mois. Je me disais, si j'arrive à gagner 1 500 € par mois, je peux vivre depuis n'importe où dans le monde, travailler depuis mon ordinateur, mais c'est le paradis, quoi. C'est le paradis. Et aujourd'hui, forcément, j'ai explosé ces objectifs. Je trouve ma vie, j'arrive à vraiment faire ce que je veux. Et donc, en fait, c'était la suite logique un petit peu d'aider le moi d'il y a quelques années à découvrir ça, à remarquer qu'il y a une opportunité. C'est pas si compliqué, c'est-à-dire que dans le fond, il y a un process, même si je dis pas que c'est facile, mais il y a un process à suivre. Une fois qu'on le suit et si on le fait bien, qu'on est bien accompagné, je pense que les chances du succès augmentent drastiquement. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Hein. La première fois, je ne m'étais pas formé, j'ai
j'ai échoué misérablement et c'était normal. Et la deuxième fois, pour le coup, j'ai été accompagné, j'étais bien mieux informé. Et en parlant de ça, pour faire un petit aparté, tu as fait quelle formation de base? Alors, j'avais pris plusieurs formations américaines. Américaines, oui. Ouais, américaines. Mais en fait, c'est pas vraiment grâce à ça. Enfin, ça, c'était la formation de base, on va dire. Ouais. J'avais suivi AMS. Mais qui avait. Parce qu'AMS, c'est une formation qui coûte 5 000 $, je crois, aujourd'hui. Ouais. En fait, je travaillais pour un gros vendeur Amazon américain que j'avais rencontré en Thaïlande. Et donc, en fait, je travaillais pour lui. J'étais un peu son assistant dans sa boutique. Et du coup, c'est lui qui m'a appris beaucoup de choses. Lui, il vendait environ 5 millions de dollars par an. Donc, il avait un business quand même qui se portait bien. Dans un secteur ultra concurrentiel aux US, c'était le secteur des compléments alimentaires. Ouais. Donc, c'était vraiment la guerre. Et en fait, j'ai tout appris là-dedans et je me suis dit, mais si lui, il arrive à faire ça dans ce secteur, et puis je voyais qu'il n'était pas plus intelligent que moi, je me suis dit, mais moi, je vais arriver à faire ça dans un secteur beaucoup moins concurrentiel et je vais arriver à me lancer. Effectivement. Et pourquoi tu ne t'es pas formé au début, en fait? Pourquoi tu t'es dit? Parce que pour moi j'étais ingénieur, tu vois, en informatique et tout, et j'avais un peu cette prétention de dire, non, mon gars, c'est des sites web, quoi. Je peux faire ça. Mais moi, c'était exactement pareil. Je peux faire ça. C'était exactement pareil, c'est-à-dire que je venais de finir un master en Angleterre, en marketing, enfin voilà, quelque chose de très qui nous formait pour la vie en grosse entreprise, si tu veux. Et puis voilà, je découvre cet univers, faire des Facebook ads, acheter sur AliExpress, Oberlo et tout ça. Oberlo, tout ça, ouais. Je me suis dit, mais je veux dire, j'ai pas besoin de me former. Et puis en plus, c'était l'époque aussi, moi je regardais beaucoup de contenu en anglais et les Anglais au niveau marketing, enfin les Anglais, les anglophones, les Américains du coup, souvent ils sont très agressifs. Ouais, et du coup, ça paraissait, enfin pour moi, je me suis dit, mais attends, ils sont en train de me scammer, c'est évident, tu vois. Je vais pas payer 2, 3, 4, 5 000 $ pour cette formation alors que voilà, il y a des infos sur YouTube. Exactement. Forcément, il en manquait un peu. Exactement, ça a été la même chose pour moi, c'était de me dire que, mais en plus, tu es informaticien, quoi. C'est pas un peu Shopify, tu vois. On a fait plus dur que ça. Et du coup, il y avait cet ego un peu. Et je pense que c'est tout ça aussi qui m'a ralenti quelque part. Parce que pendant 2 ans, je me suis dit, je vais le faire tout seul. Ils ne sont pas plus intelligents que moi. Mais ce qui me manque, c'est que le fait qu'il y ait tout sur YouTube fait aussi qu'il n'y a pas forcément de la qualité et une structure donnée. Parce qu'une formation t'apporte une structure. Exactement, ça te dit un plan d'action. Ouais. Un plan d'action, comment aller dans un point A à un point B. Et c'est ça qui est le plus important selon moi. Absolument. Parce que souvent on a l'impression que comme il y a tout sur Internet, on peut tout faire soi-même. Et c'est souvent le commentaire que j'ai sur certaines de mes vidéos sur YouTube, où j'essaie de faire des vidéos vraiment longues, structurées, avec beaucoup d'informations. Et parfois les gens me disent, mais du coup, pourquoi prendre ta formation alors que s'il y a tout sur YouTube? Et en fait, je leur dis, déjà, oui, il y a la structure. Et il y a aussi, je pense, quelque chose qui est très important, c'est la partie accompagnement. Et la partie un petit peu groupe d'entraide, avoir des gens qui font la même chose que nous, en fait, c'est beaucoup plus facile. Parce que quand j'ai commencé, j'étais tout seul et j'étais un ovni. Dans mon groupe d'amis, j'étais un ovni. Tout le monde avait des jobs normaux. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer. Et clairement, je pense que ça peut faire la différence entre se planter et perdre beaucoup de temps et perdre de l'argent et au final réussir à lancer son business. Pour moi, c'est clair. Hein, c'est comme tout. De toute façon, on a passé 20 ans, je veux dire même 25 ans dans notre vie, aller à l'université. On ne s'est pas plaint. Tu vois. Et je pense aussi qu'en France, vu que tout soit gratuit en France, tu vois, les gens ils se disent que c'est normal, tout doit être gratuit. Tu vois, c'est sûr. Mais quand tu as quitté un régime comme moi où tu payais les frais de scolarité, tu payais tout, et quand tu es étudiant étranger, tu payes aussi. C'est pas gratuit pour toi. Non. Tu comprends tout de suite que se former. Et c'est pour ça que moi, dès le début, et je peux le dire, de 2014, à partir du moment où j'ai fait mes premiers jobs étudiants, jusqu'à présent, je n'ai fait que me former. Eux tous, hein, Olivier Roland, Vie de Dingue, Cédric, j'ai pris toutes leurs formations. Toutes leurs formations. Parce que pour moi, c'était logique en fait. Je me suis dit, mais pourquoi je ne vais pas me former en fait? Il n'y a que l'e-commerce que j'ai refusé parce que je me suis dit non, c'est des sites web, je peux le faire moi-même. une pointe d'arrogance et un peu de naïveté. Exactement, tu vois. Je me suis dit non, c'est du e-commerce, il ne faut pas abuser non plus. Vas-y, en plus, j'ai acheté toutes leurs formations, je n'ai pas eu de résultats et tout. Donc il y avait cette frustration. Et après, j'ai compris que. Et pourquoi je suis resté 2 ans sans résultat en e-commerce, je n'ai pas lâché. C'est parce que j'ai aussi compris une deuxième chose et je pense que ça peut beaucoup aider les auditeurs. C'est que je sautais de business model en business model. Ouais. Je n'ai pas passé assez de temps
à tester. Je ne suis pas resté assez longtemps, je n'ai pas persévéré assez pour que les résultats viennent. C'est rare que ça vienne en un claquement de doigts quand même. Exactement. Et souvent, il faut un petit peu persévérer, même quand c'est dur. Même quand c'est dur. Ouais. Tu vois. Parce que beaucoup de gens me disent, mais Alain, mais t'es resté 2 ans. Quand même, tu vois. Et 2 ans, je ne suis pas resté 2 ans là. Non, tout mon salaire d'ingénieur, je gagnais à l'époque 2340 €. Dis-toi que je n'ai pas quitté le logement étudiant. Parce que donc je faisais même des faux certificats de scolarité. Tu vois, pour renouveler le bail. Parce que sinon, bon, quand tu finis tes études, on te dit dégage. Donc du coup, je lui dis non, les gars, j'ai redoublé, ne vous inquiétez pas, sur le certificat. J'allais sur Photoshop. Tous les hacks sont bons à ce moment-là. J'allais sur Photoshop, tu vois, parce que si le logement étudiant me coûtait 700 € par mois, si je mettais un pied dehors, j'étais à 1200 minimum. Je me suis dit, jamais, mon gars, il y a des formations à payer, tu vois. C'est ça, la différence, c'est qu'il faut que je fasse des pubs Facebook, quoi. Il faut que je fasse des pubs Facebook, tu vois. Donc du coup, je restais dans le logement étudiant pour pouvoir économiser et tout mon argent était mis dans les formations, sur Facebook Ads, etc. et tout. Et du coup, littéralement, tout mon salaire y passait. Et je comprends des amis qui me disaient, mais mec, amuse-toi avec ton argent. Et moi, j'ai dit, écoute, il y a un truc. J'avais dit ça à un pote. Toi, tu as acheté une voiture, tu vois. On perd tout de l'argent quelque part. Toi, tu as acheté une voiture, toi, tu as fait telle chose. Bien sûr. Moi, j'ai investi ici. C'est une question de priorité. C'est une question de priorité, mais je pense que ce que tu dis est vrai dans le sens où aujourd'hui avec YouTube, il y a un peu cette, comment dire, on embellit beaucoup les histoires, les parcours d'entrepreneurs, mais au final, ce que la plupart des gens ne voient pas, c'est le parcours réel pour en arriver là. Comme tu dis, bosser pendant 2 ans, au final, à investir avec ton salaire d'ingénieur. Moi, j'ai fait exactement la même chose. Enfin, j'avais 3 jobs en parallèle quand je lançais mon premier produit, mon premier vrai produit sur Amazon. J'avais 2 autres jobs à côté. Tu vois. Et je bossais et je vivais du coup en Thaïlande, sur une petite île en Thaïlande. Je pense que j'étais à 500 ou 600 € de dépenses par mois. Rien. je vivais, je faisais rien. Bon, après, j'étais dans un très beau cadre. Je n'avais pas besoin de dépenser beaucoup pour m'amuser, mais c'était 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Exactement. Et aujourd'hui, forcément, plusieurs années plus tard, j'ai les fruits de mon travail, quoi. Je profite un petit peu de cette courbe de croissance, mais au début, elle est très très plate, la courbe. Exactement. Et du coup, je pense que ce que tu disais sur le fait de trop changer de business model, c'est exactement ça. Et j'en vois beaucoup en fait des gens qui essayent le dropshipping pendant 6 mois, puis ensuite ils essayent Amazon FBA, puis au final ça marche pas, c'est compliqué, c'est long. Du coup, ils prennent une formation en trading, et puis tu vois, en fait, ils essayent énormément de choses. Et je pense que si j'ai un conseil à donner aujourd'hui, ça serait en fait de persévérer un petit peu longtemps, de bien choisir le business model au final, ou en tout cas la manière de gagner de l'argent, peu importe quelle manière c'est. Et de s'y tenir suffisamment longtemps en fait pour pouvoir développer des compétences et en fait tout simplement passer au niveau supérieur, commencer à avoir des résultats. Toi comme moi, on a mis longtemps à avoir nos premiers réels résultats et je pense qu'ensuite en fait on s'y est tenu et c'est ce qu'on continue de faire aujourd'hui d'ailleurs. Exactement, et c'est très important parce que peu importe le business model, même si je vais prêcher pour mon église, on n'est pas là pour parler de trading, il ne faut pas abuser non plus. peu importe le business model. Le fait de s'y tenir amène énormément de compétences. Et pour moi, l'e-commerce est vraiment la porte d'entrée pour avoir un panel de compétences qu'aucun business n'apporte. Parce que tout seul, tu as fait du sourcing, c'est un métier, le sourcing. C'est sûr. Tu as fait de la publicité, que ce soit PPC, que ce soit Facebook Ads, que ce soit peu importe, c'est un métier. Tu vas apprendre du marketing, du copywriting, parce qu'il faut rédiger de belles pages de vente, parfois même du design, du montage, vidéo, photo, tu vois. Parfois, même au début, tu vas faire un peu de gestion de stock. Si tu n'arrives pas à trouver un 3PL ou en mode dropshipping, et parfois tu vas trouver un 3PL, communiquer avec eux. Donc, il y a au moins 7-8 métiers. C'est tout un panel de compétences, quoi. Seule personne est en train de faire, tu vois. Et ça, je pense aussi, c'est ce qui se passe enfin dans les formations par exemple, parce que tu fais ta formation, tu as tout un module sur telle chose, sur telle chose, sur telle chose, tu vois. Et ça fait que quand tu persévères assez longtemps, que tu maîtrises cela, quand tu sors de l'e-com, moi j'ai vu des gens qui ont fait du dropshipping pendant des années, qui ont fait quelques millions, qui sont sortis de là, qui ont lancé des grosses agences de media buying aujourd'hui. Parce qu'ils ont ces compétences-là, tu vois. Et du coup, on parlait aussi on en a parlé un peu de ta formation, etc. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur la formation, sur ce que tu fais, ce que tu présentes aujourd'hui? Parce que personnellement, moi, je dois dire à Alex, bon, il est de l'autre côté,
Je l'ai dit, je veux qu'on me forme à Amazon parce que j'ai envie de lancer la marque de mon sac sur Amazon. C'est extrêmement important. On arrive à un niveau où Amazon apporte une crédibilité. Parce qu'on a des clients qui disent « Ouais, mais est-ce que ce n'est pas disponible sur Amazon ?» Ça, c'est une question qui revient. Et Amazon t'apporte cette crédibilité, même si tu as déjà ta boutique dropshipping ou ta boutique e-commerce classique avec une livraison rapide. Le fait d'être aussi présent sur Amazon permet en fait de dire aux gens que voilà, on est validé par Amazon. Tu vois, c'est verified by Amazon. Si tu veux. C'est ça, c'est ça. Donc, qu'est-ce que tu… Bah écoute, viens chez nous. Non, effectivement, j'ai lancé une formation du coup vraiment focus sur Amazon FBA, ça s'appelle FBA Accelerator. Et donc voilà, on a formé plusieurs centaines de membres aujourd'hui avec déjà de belles success stories, donc c'est top. Enfin, j'en connais quoi. Oui, exactement. Donc voilà, on continue. Aujourd'hui, l'équipe se développe. On veut vraiment apporter en fait le maximum à nos membres, donc en termes d'accompagnement, de coaching. Enfin vraiment en termes de mise à jour aussi parce que voilà, faut pas se former avec des trucs qui sont obsolètes, qui datent de 5, 6, 7 ans. Et donc aujourd'hui voilà, on travaille beaucoup là-dessus et on développe cette partie-là avec du contenu sur YouTube, sur Instagram et forcément la formation. Ouais, je pense que ta stratégie, le fait d'être aussi sur le terrain, ça permet aussi d'apporter aussi une autre vision aussi des choses. C'est important, il y a trop de formateurs aussi, j'ai l'impression que c'est beaucoup de bavardage, tu vois. Qui ne sont pas dans l'action. C'est des professeurs d'université. C'est beaucoup de théorie, peu de pratique. Exactement, peu de pratique, tu vois. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi ton contenu, ta chaîne. C'est que tu es sur le terrain. Tu as bien vu comment je suis habillé, tu vois. Tu ne peux pas être plus sur le terrain que ça. Et donc, voilà, tu t'enseignes ce que tu pratiques. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très, très important. C'est dur à faire parce que forcément, ça double un petit peu la quantité de travail. Mais en même temps, voilà, quand on est ambitieux et quand on n'a pas peur de travailler, c'est possible. C'est exactement ça. Et ça m'a permis aussi de structurer tout cela dans un bouquin qui s'appelle le guide de l'e-commerce. C'est un peu la porte d'entrée pour moi. J'ai fait un truc assez simple, un livre très, très terre à terre qui se lit rapidement et qui permet aux gens de plonger un peu dans ma stratégie, dans ce que je fais aujourd'hui avec les marques chinoises, etc. Comment j'arrive à mettre tout cela en place. Donc j'ai écrit un petit bouquin qui est disponible du coup sur Amazon. Quoi. Bien sûr, bien sûr. Du coup sur Amazon, donc ça permet aux gens d'avoir une première vision de l'e-commerce, en tout cas de moi, ma manière de faire de l'e-commerce et de se lancer sereinement, etc. Et ça permet… d'avoir une vision globale aussi. Avant de prendre une formation, de vraiment rentrer dans le vif du sujet, ça permet d'avoir une vision globale. Moi, dans tous les cas, je dis toujours aux gens, avant même de prendre une formation chez moi, regardez ma chaîne YouTube d'abord. Bien sûr. Tu vois, regardez ma chaîne YouTube. On ne fait pas toutes ces vidéos pour rien. Exactement, regardez ma chaîne YouTube, on apporte déjà assez de valeur sur Internet. C'est parce que je me sens jamais confortable dans une posture de vendeur de formation, etc. Non, regarde d'abord ma chaîne YouTube et si tu es convaincu par le boulot qui est abattu, là on peut en discuter. Et là, tu peux aller prendre le livre pour voir un deuxième niveau parce que derrière le livre, il y a aussi des formations qui sont derrière le bouquin. Parce qu'on ne peut pas faire de l'e-commerce de façon théorique dans un bouquin. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ça ne marche pas comme ça. Et surtout, les amis, j'ai envie de vous renseigner sur un point, en tout cas, avertir plutôt sur un point. Le fait de consommer beaucoup de vidéos sur un sujet ne fait pas de vous l'expert de sujet. C'est-à-dire que regarder des vidéos n'est pas faire le boulot. Penser faire le boulot n'est pas faire le boulot. Exactement, faut mettre les mains dedans. Faut mettre les mains dedans. Lire un bouquin sur comment faire le boulot n'est pas faire le boulot. Exactement, non, je suis totalement d'accord avec ça. Tu vois. Donc voilà, c'est bien de lire le bouquin, vous pouvez aller l'acheter si vous voulez et tout. Ça va vous apporter de la valeur, il y a des formations un peu derrière pour vous amener quand même à un certain niveau. Mais derrière, il faut mettre la main dans le cambouis, il faut aller au front quoi. Tu vois. Exactement. Souvent, je dis à mes participants qu'en Chine, il y a un conseil de guerre. C'est un conseil de guerre, tu vois. Il n'y a que ça de vrai. Il faut se faire violence, il faut y aller et il ne faut pas hésiter, quoi. Exactement. Super. Écoute, en tout cas, ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir que tu m'invites aussi sur ta chaîne. Je pense qu'on va partager les vidéos sur les deux chaînes. Ça permettra aussi à mon audience de découvrir le boulot spectaculaire que tu fais. Et merci les gars, en tout cas, de m'avoir invité. Et j'espère qu'on aura le temps de peut-être se promener un jour en Chine, que je te montre quand même pas mal de choses parce que bon… Carrément, j'ai hâte. J'ai hâte. Merci beaucoup. Merci.